Bonjour tout le monde, j'espère que le moral est toujours bon. Alors je commence le cours d'aujourd'hui avec un rappel de ce qu'on a vu précédemment. Alors la semaine dernière, on a vu plusieurs notions extrêmement importantes. Donc la première, c'est la notion de charge hydraulique. Donc du chapitre 4, vous vous souvenez, on a vu le théorème de Bernoulli qui nous dit que le long d'une ligne de courant en régime permanent, si la dissipation d'énergie est négligeable, alors la quantité que j'avais appelée un grand psi, qui est égal à un petit psi, donc le potentiel gravitaire, donc qui sera un ρ g z, z par rapport à un référentiel donné, l'énergie, la pression, donc qui sera, on sera l'écoulement à surface libre, donc pour nous, ça sera un ρ g h, et l'énergie cinétique, donc qui était un K, donc il va s'écrire 1 demi de ρ u carré. Donc cette quantité-là, l'énergie mécanique totale, va se conserver. Donc on va considérer une ligne de courant un peu particulière, puisque ça sera donc l'écoulement qui est ici. Alors on peut prendre par exemple la ligne de la surface libre. On suppose donc qu'on a ici une hauteur, donc Z représente la cote du fond, H représente la hauteur d'eau, donc on a ici une pente θ qui est petite, et donc I tangente θ qui sera également petit. Et donc la vitesse moyenne est constante, on imagine qu'on a un écoulement uniforme. Alors, ce qu'on va considérer, on va donc généraliser le théorème de Bernoulli, on va considérer qu'il y a une légère dissipation d'énergie qui sera, on va considérer donc l'hypothèse d'un régime graduellement varié. Donc cette dissipation d'énergie, c'est bon. Donc la dissipation d'énergie va être uniformément répartie ici le long du fond. Donc ce qu'on va supposer, c'est que si j'écris ça maintenant sous forme différentielle, ou sous la forme d'une différence entre deux points, donc ici j'ai pris un point A et puis un point B, la variation d'énergie, ça sera donc ici une dissipation d'énergie. Donc ça sera l'énergie dissipée. En hydraulique, on a l'habitude de travailler en équivalent de hauteur d'eau. Donc pour ça, on va tout diviser par ρg. Et donc du point de vue dimensionnel, ici sont des énergies. Donc si on divise par ρg, ça sera homogène à une hauteur d'eau. Donc on va appeler H la charge. Donc ça sera ici une énergie divisée par ρg. Donc on parlera de charge hydraulique. Et puis donc, la dissipation d'énergie, ça sera la perte de charge, donc delta. Donc ça sera la perte de charge. Donc une perte de charge régulière, puisqu'elle sera uniformément répartie sur le fond. On avait vu également, donc si je réécris ça, c'est qu'on pouvait également introduire. Donc si je réécris, donc maintenant la charge, donc la charge va s'écrire H égale donc ρ g z divisé par ρg, donc ça fait Z, plus la pression, donc ça fera un H, plus ici 1 demi de U carré, donc quand je divise par G, ici ça me fait un 2G. Donc on a vu qu'en général, parce que la pente est petite, le Z, sur des distances relativement courtes, le Z, donc l'élévation du fond, l'altitude du fond peut varier. Donc c'est essentiellement ces deux quantités-là, pression et énergie cinétique, qui vont varier. Du coup, on appelle ça énergie spécifique. Et on avait vu à travers deux exemples comment, par exemple, varier l'énergie spécifique en fonction du débit, ou réciproquement, ou plutôt de la hauteur à débit constant, comment varier le débit en fonction de la hauteur à énergie spécifique constante.
Et donc, ce qui permettait, en fait, de raisonner, par exemple, de voir quel était l'effet d'une marche sur la hauteur d'écoulement. Donc ça, c'était le premier point important qu'on va utiliser après par la suite pour calculer les courbes de rebond. Second point, c'est donc la condition d'équilibre. Alors, lorsqu'on a un canal qui est infiniment large, donc j'ai toujours ici un angle θ, donc la pente sera petite. Donc on sera une pente de quelques pourmilles ou quelques pourcents. Donc j'ai une hauteur d'eau ici qui sera constante. Donc on a une hauteur d'eau qui sera uniforme tout le long. Et donc ce qu'on a vu également, c'est qu'on s'intéresse au cas, donc le régime permanent, uniforme. Donc on a H qui est constant, c'est une constante, et le débit est également une constante. Donc si on veut calculer, si on prend une tranche de fluide et qu'on calcule l'équilibre de cette tranche de fluide, on a vu qu'il doit s'exercer sur le fond, ici, donc une force. Donc si ici j'ai un delta x, je dois avoir ici une force, donc ça sera à multiplier par un élément ici de largeur qui est normal au tableau, et on aura donc une force de frottement qui sera égale à la contrainte au fond multipliée par dx. Et cette force-là doit exactement contrebalancer le poids propre de ma tranche de fluide. Ce poids propre, donc la composante motrice, quand je projette ici, je vais me retrouver mon angle θ, donc la composante motrice ici, ça sera un P sinus θ, donc ça sera égal à ρ g, alors que le volume ça sera H dx, donc toujours multiplié par un élément, une largeur ici, multiplié par sinus θ. Donc quand on égale les deux, ça nous montre qu'on a tau P égale la contrainte au fond qui sera égale à ρ g h sinus θ. Donc les x ici se simplifient. Alors souvent ce qu'on écrit, c'est que comme on a θ qui est petit, on a sinus θ qui est à peu près égal à tangente θ, qui est à peu près égal à i, enfin qui est égal à i par définition. Donc ça, on peut également l'écrire ρ g h θ, ou c'est à peu près égal à ρ g h i. Donc ça, c'est pour un canal infiniment large. Cette relation-là, on peut la généraliser après à un canal de section quelconque. Donc, on a une section quelconque ici. Là, on aura le tirant d'eau. Là, on avait vu que cette quantité-là, on appelait ça le périmètre mouillé, qui, et ce que je mets ici en assuré, ça sera la section mouillée. Et donc, on peut introduire une quantité qu'on appelle le rayon hydraulique, qui sera égal à la section mouillée divisée par le périmètre mouillé. Donc ça revient à dire qu'on considère que cette section-là est à peu près équivalente à un cercle dont le rayon serait le rayon hydraulique. Alors, la généralisation pour un canal de section quelconque, il suffit de substituer ici H par le rayon hydraulique et on aura tau P égale ρ G. Rayon hydraulique multiplié par sinus θ. Donc de même, on peut écrire ρ G, ça c'est à peu près égal à ρ G, rayon hydraulique multiplié par. Donc ça c'est le premier point. C'est une relation qui est générale, ici, donc qui va, quel que soit le fluide. À aucun moment on a besoin d'une hypothèse sur la nature rhéologique du fluide. Donc ça pourrait marcher pour de l'eau, pour un écoulement granulaire, pour de la terre, peu importe. Maintenant, si on veut exploiter ça, par exemple, pour calculer la hauteur en fonction du débit ou le débit en fonction de la hauteur, là on a besoin d'une information rhéologique, donc sur la nature du fluide, et là on comprend bien que si c'est du miel ou de l'eau, on va avoir des relations différentes. Alors ces relations-là, elles sont essentiellement recherchées à travers des relations empiriques qui ont été obtenues à partir des données de laboratoire, et puis on s'était arrêté là la semaine dernière. On avait vu donc la relation de Bernoulli, la relation de Manning-Strickler. Manning-Strickler qui vous dit que la contrainte au fond, ça sera quelque chose qui sera proportionnel à l'énergie cinétique. Donc on aura un ρu carré et ça sera pondéré par une quantité ici qui sera un g k carré h à la puissance 1 tiers.
ce coefficient K, ici, c'est ce qu'on appelle le coefficient de Manning-Strickler. Donc il va varier en général le plus souvent entre 10 et 80, donc 10 pour un lit extrêmement rugueux, un lit de torrent, et 80 ça serait pour du béton très très lisse, un béton de propreté par exemple. Manning-Strickler. Alors les Anglais, les Anglo-Saxons, introduisent plutôt le coefficient de Manning tout court, et donc ils vont écrire sous la forme suivante, ρ, g, n carré, u carré sur h puissance 1 tiers. Donc le n ici c'est égal à 1 sur k, c'est ce qu'on va appeler tout simplement le coefficient de Manning. Alors il faut faire attention, c'est que les anglo-saxons ne mettent pas d'unité, donc là il y a quelque chose qui n'est pas très correct. Donc ici il n'y a aucune unité physique chez les anglo-saxons, alors que k a une unité physique, hein, ça sera des mètres puissance 1 tiers divisé par des secondes. Alors une fois qu'on a cette relation-là, on est capable, par exemple, de calculer la relation entre hauteur et débit. Pour ça, c'est très simple, il suffit d'égaler en régime permanent uniforme cette équation-là avec la condition d'équilibre, qui nous disait qu'on avait tau P égale, si je prends un canal infiniment large, ρ, g, h, i. Donc si j'écris ça égal à ça, ça me fait ρ, g, k carré, u carré sur h puissance 1 tiers. Donc je peux simplifier par ρg, et ça me fait, donc le h 1 tiers va me donner un h 4 tiers, donc, et quand je vais prendre la racine, ça me fera un h 2 tiers, je vais avoir ici un racine, et ici le k va devenir k quand je prends la racine. Donc là, c'est la vitesse moyenne, d'après la loi de Manning-Strickler, qui dit que la vitesse moyenne pour une hauteur h en régime permanent uniforme doit varier comme h à puissance 2 tiers, donc 0,66, et doit varier comme racine de la pente. Alors maintenant, on va voir d'autres types de lois, ce n'est pas l'unique loi. On va donc voir Culligan, Chézy, etc. Et si la loi de Manning-Strickler est la plus communément utilisée en hydraulique, en tout cas par les ingénieurs, il y a d'autres lois qui peuvent être utilisées selon les cas et qu'il faut connaître.